Sophie Davante est née le 19 mai 1963 à Bordeaux, dans une famille bourgeoise où l'on parlait peu des sentiments mais beaucoup des devoirs. Son père, ingénieur, et sa mère, professeur de lettres, formaient un couple apparemment uni, discret et exigeant. L'enfance de Sophie fut baignée dans cette atmosphère à la fois chaleureuse et rigide, où l'on apprenait très tôt à sourire quelles que soient les circonstances. Bordeaux, avec ses façades XVIIIe siècle et ses quais tranquilles, offrait un décor presque trop parfait pour une petite fille qui déjà pressentait que la vie pouvait se fissurer sans prévenir. La première grande fracture arriva brutalement. Sophie avait 9 ans lorsque sa mère, atteinte d'un cancer fulgurant, s'éteignit en quelques mois. Les derniers séjours furent un calvaire silencieux. La mère, autrefois si élégante, réduite à un corps fragile dans une chambre d'hôpital, et la petite fille autorisée à entrer seulement quelques minutes, comme si la mort était une visite mondaine. Sophie se souvient encore de la main osseuse qui serrait la sienne, de la voix éteinte qui murmurait « Sois forte, ma chérie ». Puis plus rien. Le silence absolu qui suivit le départ de sa mère marqua le début d'une longue habitude. Cacher la douleur derrière un sourire impeccable. Après l'enterrement, la vie reprit son cours avec une cruelle normalité. Son père, écrasé par le chagrin, se réfugia dans le travail et confia l'éducation de Sophie et de sa sœur cadette à une grand-mère autoritaire. On ne parlait plus jamais de la disparue. Les photos d'elle furent rangées dans des albums qu'on n'ouvrait plus. Sophie apprit ainsi que les larmes étaient un luxe qu'on ne s'autorisait pas en public, et même en privé, elle devait rester discrète. Cette discipline affective devint sa seconde nature. À l'école, elle était l'élève brillante et joyeuse que tout le monde aimait. À la maison, elle se réfugiait dans sa chambre pour pleurer en cachette, la tête enfouie dans l'oreiller afin que personne n'entende. L'adolescence accentua cette dualité. Sophie excellait dans tout. Études, théâtre, danse. Elle voulait briller pour combler le vide, pour prouver qu'elle était digne de l'amour qu'on lui avait arraché trop tôt. Mais la nuit, l'angoisse la saisissait. Elle faisait des cauchemars, où sa mère l'appelait depuis l'autre côté d'une vitre qu'elle ne pouvait pas briser. Au réveil, elle se maquillait avec soin, enfilait son plus beau sourire et partait affronter le monde. Ce mécanisme de défense allait devenir la signature de sa personnalité publique. À 20 ans, elle entra à l'Institut d'études politiques de Bordeaux, puis intégra l'École supérieure de journalisme de Lille. C'est là qu'elle rencontra Pierre Sled, jeune journaliste sportif déjà prometteur. Il avait cette assurance tranquille des hommes qui savent où ils vont, et surtout une tendresse qu'elle n'avait plus connue depuis l'enfance. Leur histoire commença comme un conte de fées moderne. 2 ambitieux, 2 beaux parleurs, 2 amoureux de la vie. Ils se marièrent en 1987, dans la propriété familiale bordelaise, sous les yeux d'un père enfin apaisé et d'une grand-mère qui pleurait en cachette. Les premières années de mariage furent lumineuses. Nicolas naquit en 1993, Valentinin en 1995. Sophie, qui présentait déjà des émissions sur Antenne 2, jonglait entre les plateaux et les biberons avec une énergie qui forçait l'admiration. Pierre, lui, enchaînait les directs sportifs. Ils formaient le couple parfait des années 1990. Élégant, talentueux, complice. Pourtant, derrière les apparences, la faille grandissait. Sophie travaillait énormément pour ne pas penser, pour ne pas sentir le vide qui la rattrapait dès qu'elle ralentissait. Pierre, absorbé par sa propre carrière, ne voyait pas toujours les signaux. Le succès vint couronner cette frénésie. En 1998, Sophie anima
la chance aux chansons, avec un naturel désarmant. Le public l'adopta immédiatement. Elle avait ce mélange rare de chaleur et de professionnalisme, cette façon de mettre les gens à la aise, tout en gardant une distance élégante. Mais plus elle brillait à l'écran, plus elle s'épuisait et en coulisses. Les crises de larmes dans les loges, les somnifères pour dormir, les week-ends où elle s'effondrait sans raison apparente. Pierre essayait de comprendre, mais il était lui-même débordé. Leurs disputes devinrent plus fréquentes, plus sèches. On ne criait pas, on se parlait à voix basse, comme deux étrangers polis. Un jour, Valentine, alors âgée de 13 ans, surprit sa mère en pleurs dans la salle de bain. Sophie, croyant être seule, laissait enfin tomber le masque. L'adolescente resta figée sur le seuil, puis murmura « Maman, pourquoi tu pleures? Tu es toujours tellement forte à la télé. » Cette phrase brisa quelque chose en Sophie. Pour la première fois, elle prit conscience que ses enfants l'apercevaient comme une icône, plutôt que comme une femme fragile. Ce soir-là, elle serra Valentine très fort et promit de changer. Mais changer quoi? Elle ne savait même plus qui elle était sans son armure. Le mariage s'effrita doucement. 23 ans d'amour, d'habitude, de souvenirs communs, et pourtant l'usure avait gagné. En 2012, ils annoncèrent leur séparation avec une dignité qui impressionna tout le monde. Pas de scandale, pas de communiqué rageur, juste un communiqué commun sobre et respectueux. Sophie déménagea dans un appartement parisien clair et lumineux, où elle installa enfin les photos de sa mère qu'elle n'avait jamais osé afficher auparavant. C'était comme une deuxième mort, mais aussi une renaissance. Les années qui suivirent furent celles de la reconstruction. Professionnellement, elle enchaînait les succès. C'était au programme, puis surtout affaire conclue en 2017, qui devint rapidement un phénomène. À l'écran, elle était plus rayonnante que jamais, avec cette pointe d'humour et cette bienveillance qui faisait effondre les téléspectateurs. Mais en privé, la solitude pesait. Les enfants avaient assez grandi. Nicolas faisait des études à Londres. Valentine commençait sa vie d'adulte. Sophie se retrouvait face à elle-même, face à ce vide qu'elle avait fui toute sa vie. C'est à cette période qu'elle croisa de nouveau la route de William Lémergie. Ils se connaissaient depuis 30 ans, avaient travaillé ensemble sur différentes émissions, partagé des plateaux et des rires. William, veuf depuis plusieurs années, portait lui aussi ses blessures avec élégance. Leur histoire commença timidement, presque par surprise. Des dîners entre amis qui se prolongeaient, des messages qui devenaient plus personnels, des regards qui disaient enfin ce que les mots n'osaient pas. Sophie, qui avait juré ne plus jamais dépendre de quelqu'un, se surprit à attendre ses appels avec l'impatience d'une adolescente. William devint peu à peu son refuge. Avec lui, elle n'avait plus besoin de jouer la comédie. Il connaissait ses failles, il avait vu ses larmes, il comprenait le poids du passé. Lors d'une interview rare où elle évoqua cette relation, elle parla de lui comme de « la consolation de l'âge mûr », une expression qui fit sourire mais qui résumait tout. Pour la première fois depuis la mort de sa mère, Sophie acceptait de montrer sa vulnérabilité. Elle pleurait parfois dans ses bras, et il la serrait simplement, sans chercher à tout réparer. Aujourd'hui, à plus de 60 ans, Sophie d'avant assume pleinement cette dualité qu'il a construite. À l'écran, elle reste cette femme solaire qui enchante des millions de Français chaque après-midi. Dans l'intimité, elle cultive enfin le droit d'être fragile. Ses enfants, devenus adultes, la regardent désormais avec une tendresse mêlée d'admiration. Valentine surtout, qui a compris que derrière le sourire permanent de sa mère se cachait une force bien plus grande
que ce qu'elle imaginait, celle d'avoir survécu à la perte la plus absolue en continuant à illuminer la vie des autres. Sophie dit souvent que le départ de sa mère lui a appris 2 choses. La première, que l'amour peut disparaître du jour au lendemain. La seconde, qu'il faut malgré tout continuer à aimer. Elle a passé sa vie à transformer sa douleur en lumière, à faire de son sourire une arme contre l'obscurité. Et si parfois, tard le soir, quand les caméras sont éteintes et que la maison est silencieuse, une larme coule encore sur sa joue, elle sait désormais qu'elle a le droit de la laisser couler, parce qu'après tant d'années à être forte pour tout le monde, elle a enfin appris à être humaine pour elle-même.